Cruella, le nouveau parfum. Donc salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour une nouvelle critique retour gagnant qui aujourd'hui parlera du film Cruella, le dernier Disney que je vais critiquer aujourd'hui avec Dorian. Salut Dorian, comment vas-tu? Je vais plutôt bien, ça va. Bon, très bien, voilà. Ma chaîne YouTube sera en description, je fais des films d'animation. Évidemment. Importants. Ouais. Tu viens de faire ton dernier petit métrage d'animation qui était vraiment sympa, je trouvais vraiment impressionnant. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'aime bien soutenir des gens comme ça qui partagent une certaine passion et un certain talent sur cette chaîne. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant de parler de Disney, justement, quelque chose d'un peu enfantin, d'un petit peu léger, et encore que, mais bon voilà. Et donc voilà, Cruella, donc ça parle de quoi? Donc c'est un préquel, un peu surfant sur la vague des remakes Disney, un préquel au 101 Dalmatiens, centré sur le personnage de Cruella d'Enfer, qui est l'antagoniste des 101 Dalmatiens, et donc ça se passe dans les années 70. Cruella, donc, qui s'appelle Estella, cherche à obtenir un poste dans la mode et se retrouve donc à travailler pour un personnage qui s'appelle la Baronne. Et il va y avoir plusieurs démêlés, une histoire qui va un petit peu faire naître la Cruella d'Enfer du dessin animé. Voilà. Tout d'abord, on va démarrer dans une partie non spoiler, et puis tout à l'heure, on viendra à une partie spoiler. Donc là, à ce moment-là, on vous préviendra. Alors, je pense que ce film est un bon divertissement. Mais c'est pas un film qui va changer votre vie. Ce film-là ne cherche pas à révolutionner les choses, il reste globalement bien dans le cadre Disney et assez bien dans les normes qui nous sont présentées depuis quelques années maintenant. Maintenant, en tant que préquel, je trouve qu'il trahit quand même pas mal les 101 Dalmatiens et que la fin du film se veut être le début des 101 Dalmatiens. Pourtant, il y a plein d'éléments qui, je trouve, ne collent pas. Ouais, je rejoins un petit peu ce que tu as dit. Moi, je suis assez partagé parce que je trouve que c'est vraiment un bon film, ce qui est sympathique en fait, qui a ses qualités comme ses défauts. Mais par contre, c'est un film qui manque un peu ses promesses. À ce niveau-là, je suis d'accord avec toi quand tu dis que voilà, la référence au 101 Dalmatiens, d'ailleurs, il n'y a pas qu'à la fin du film où ça trahit un petit peu le contexte, c'est un petit peu à plein d'endroits du film, sur le personnage, sur les personnages, sur comment ils vont réagir et évoluer dans cet univers. On a un petit peu, comme sur Maléfique, erreur sur la marchandise, une fausse origin story qui se transforme en réinvention du personnage, aseptisé, et c'est un peu ce qui m'a fait tiquer, quoi. Disney met des freins stupides sur cette histoire, ici et là. C'est tous ces défauts-là dont on vient de parler, en fait, ça fait que le film, si on le coupe complètement de son préquel et de son contexte, il est plutôt bon, en fait. On peut vachement rigoler dessus, on peut passer un bon moment, et là-dessus, je pense qu'on peut vous le recommander. Maintenant, si vous le prenez en tant que préquel et que vous prenez les 101 Dalmatiens à côté, ça colle pas complètement. Donc, si vous allez le voir, je vous conseille de limite oublier les 101 Dalmatiens, au moins le temps de ces 2 heures-là pour pouvoir passer un bon moment. Ensuite, d'autres personnes le problème, moi, tu vois, je trouve que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est impossible d'oublier les 101 Dalmatiens. Ils te rappellent constamment, tout le temps dans le film, que c'est Cruella, elle a ses cheveux noirs et blancs, voilà, il y a déjà des Dalmatiens dans le film, il y a beaucoup de chiens déjà dans ce film, c'est un problème dont on reparlera un peu plus tard. Au-delà du fait qu'il y ait des Dalmatiens, là où je pense que c'est plus problématique, c'est que les Dalmatiens qu'on voit dans ce film... Ah non, partie spoil, pardon. Au niveau technique, il y a un choix très intéressant au niveau du cadre. C'est-à-dire que le film va être complètement réalisé en focale relativement courte, ce qui donne vraiment une impression de grandeur sur chaque plan. La grandeur un peu des idées d'Estella qui va en fait aller d'une vie très pauvre à une vie très riche à la fin du film. Et donc le fait qu'on ait toujours ce cadre très grand, ça donne l'impression que dès sa plus tendre enfance, elle avait déjà des envies de grandeur en fait. Qu'elle a toujours eu ces envies de grandeur et que finalement elle va grandir pour, quelque part, devenir Cruella. Et là-dessus, je trouve que c'est plutôt bien construit. Ouais, là, c'est dans la fabrication, je dirais, des scènes. Je parle de fabrication parce qu'il y a tout un ensemble de choses. Il y a costume, il y a musique, il y a le cadrage, il y a les lumières, donc tout un ensemble de choses. La construction des scènes, franchement, ça fait un petit peu défilé de mode, ça fait spectacle. Et ça, ah oui, complètement. Hein. Vous avez une scène à un moment où il y a un défilé de mode, il y a plusieurs scènes même, je dirais, où ça fait cet effet-là. Donc ça, c'est soigné, et on voit qu'il y a une réalisation derrière qui dépasse un petit peu le simple format Disney habituel, où c'est fond vert de partout, c'est un scénario convenu, tu sais...
Ça va plus loin que ça, heureusement. Ça, c'est le côté vraiment noble du film, je dirais, qui correspond à la vision du personnage. En fait, ça donne au film une personnalité. Ouais. On peut se dire, ce film-là, c'est pas... Enfin, même si c'est un film qui, au niveau de son scénario, finalement, est assez standard pour ce que fait Disney en ce moment, c'est un film qui, par sa technique, se démarque suffisamment pour, finalement, être lui-même et ne pas se noyer complètement dans le reste des productions actuelles. Ouais. Et c'est un peu en cela que moi, je vais prendre la relève sur toi et faire une petite transition. On se posait la question de la cible du film, et je trouve qu'elle est absolument pas enfantine, la cible de ce métrage. Alors peut-être un petit peu à certains passages, parce que c'est un Disney, c'est pas dénué d'humour, donc il y a des petites blagues, il y a ce genre de choses, mais vraiment toute l'ambiance, tous les personnages sont adultes, il y a quasiment pas d'enfants, à part au début du film. C'est quand même dans un contexte qui inclut Londres dans les années 70, donc c'est déjà une période reculée, donc ça parle plus aux anciennes générations. Ça parle de mode, de glamour, de vêtements. L'importance de la mode, je pense qu'on la met pas assez en valeur. Jusque-là. Tu veux dire dans le film ou dans la société actuelle? Dans cette critique. On va y venir, t'inquiète pas. Le film parle énormément de mode, de costumes et tout ça, et c'est vraiment l'un des axes principaux du film. Si vous aimez la mode, si vous aimez tout ce qui est beaux vêtements, belle tenue, tout ce qui est style vestimentaire, allez voir ce film. C'est Le Diable s'habille en Prada version Disney, ça a déjà été dit. Ça, c'est la première référence qui saute aux yeux dans les personnages, dans les bureaux, dans les défilés, dans tout ce que vous voyez dans le film, c'est Le Diable s'habille en Prada. Par contre, là où je voulais en venir aussi, c'est que ça fait une espèce, on va pouvoir rebondir sur autre chose, ça fait un effet un peu Harley Quinn, dont je t'ai tout de suite parlé aussi à la sortie du film, où vraiment on a le personnage aux cheveux bicolores, un brin faux-folle, qui se laisse aller par les sentiments, qui se laisse aller à la criminalité et à l'aspect rebelle, à vraiment se mettre en scène. Et clairement, là, tu te dis, ouais, ce film arrive après Birds of Prey, après Suicide Squad, et on va encore la revoir, Margot Robbie en Harley Quinn. Donc c'est un petit peu un sentiment, je trouve, d'opportunité, d'avoir énormément calqué toutes les aventures de Cruella autour de ce schéma. Et ça saute aux yeux. Et là, Disney, je vous dis pas forcément bravo, parce qu'il y avait autre chose à faire. Et par exemple, dans le remake de 1995, Glenn Close proposait tout à fait autre chose, de plus machiavélique, de plus défoncé encore dans la méchanceté. Et là, on la sent quand même assez gentillette, assez cool, pas dans l'outrance, quoi. C'est un petit reproche, je trouve. Là-dessus, je pense qu'on en arrive à ce qui sera pour moi le plus gros reproche à ce film, c'est-à-dire que il reste dans les normes de Disney. C'est très standard et il ne cherche pas. Enfin, on disait non tout à l'heure. Au niveau du scénario, au niveau de la technique, il a une identité, ça je le maintiens. Mais au niveau du scénario, on reste vraiment dans des normes. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un cahier des charges où on vous dit bah tiens, en ce moment ce qui plaît c'est ça, c'est le style Harley Quinn. On met du style Harley Quinn. En ce moment ce qui plaît c'est ça et on va le mettre tout simplement. Et il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, notamment les changements d'ethnie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages des 101 dalmatiens qui sont dans ce film-là, mais qui ont changé d'ethnie. Oui, complètement. On en avait parlé. On vous en parlera peut-être en partie spoil. Mais purement et simplement pour parce que c'est en 2021. Fait, voilà. C'est ça. On avait aussi parlé du fait que le film ne choque pas. Bon, on est en partie sans spoil, mais je vais quand même vous le dire. Le film ne traite absolument pas de l'idée de fourrure, parce que c'est un peu tabou maintenant, alors qu'il y a 20-30 ans ça l'était moins, mais on est au cinéma, je veux dire, on n'est pas dans un abattoir de fourrure, voilà, donc c'est quand même dommage de perdre ça sur Cruella. Le film choque pas des masses par la méchanceté de Cruella qui n'est pas au rendez-vous. Ils vont parfois copier des choses qui fonctionnent. Pour rebondir sur Harley Quinn, ils copient le style d'Harley Quinn, mais sans comprendre qu'en fait ce qui plaît chez Harley Quinn, c'est qu'elle est méchante jusqu'au bout. Enfin, Joker plutôt, mais... Mais Harley Quinn, c'est un concept intéressant, mais tu peux pas refaire du Harley Quinn deux fois, quoi. Je veux dire, pas sur Cruella. Parce qu'en fait, elle va pas jusqu'au bout de sa méchanceté. Pour moi, Cruella est méchante, Harley Quinn est taquine, tu vois. Harley Quinn, j'aime bien son côté un peu, tu vois, nana qui s'émancipe et tout. Là, ils ont fait la même chose avec Cruella, tu vois, cet aspect émancipation, je suis femme, je ne suis plus petite fille, tu vois, elle devient femme. Et tu vois, tout ça, je me dis, ouais, mais ça fait trop penser à plein de films actuellement, quoi. Captain Marvel, c'était pareil aussi, dans le genre, la nana qui se libère, qui est trop puissante, voilà, il y a trop de films comme ça chez Disney, je trouve. C'est ça le problème. Et Raya, c'est pareil en ce moment. Là-dessus, en fait, il faudrait comprendre un moment que si on veut créer quelque chose qui plaît, faut prendre un risque. Si les autres films qui actuellement plaisent fonctionnent, c'est parce qu'à un moment, quelqu'un a pris un risque et que ça a construit une formule. Je suis tout à fait d'accord. Là, Disney en fait, ne prend pas beaucoup de risques en ce moment, je trouve. Et c'est peut-être un reproche que je voudrais leur faire, c'est-à-dire que ce film-là,
Bah, je comprends la démarche de pas prendre de risques quelque part. C'est-à-dire qu'il faut quand même nourrir sa famille à la fin du mois, on a quand même des employés à payer, tout ça. Ouais, mais qui prend des risques. C'est que des risques, parfois ça peut être payant, ça peut faire revenir plus de monde, tu vois. Faut pas voir que le mauvais côté du choc. Le choc, des fois, il peut être. Enfin, voilà. Là-dessus, je pense que le film aurait été 10 fois plus intéressant s'ils avaient pris des risques. Si c'était dit, tenez, on va montrer Cruella, qui est certes la protagoniste, mais faire des choses horribles. Parce qu'on la voit avoir un caractère qui est pourri dans le film. Clairement, son caractère est dégueulasse. On va pas tarder à entrer en partie spoil, je pense. Ouais. Mais c'est pas... Ouais, moi, j'ai des choses c'est pas suffisant au niveau de... Enfin, le comportement, je trouve que c'est pas suffisant pour vraiment la rendre détestable ou autre. D'ailleurs, le film ne cherche pas à la rendre détestable. Non. Là où, par exemple, le Joker conservait son personnage principal horrible du début à la fin mentalement. Là... On en reparlera. On en reparlera off-screen, mais ouais. Là, Cruella, en fait, elle va pas aller complètement dans la folie comme elle le faisait dans Les 101 Dalmatiens. Ce qui fait qu'à la fin du film, on a l'impression de pas avoir la Cruella des 101 Dalmatiens. C'est pour ça que je trouve qu'en termes de préquel, c'est un peu foiré parce que les deux ont quand même l'air de se dérouler l'un après l'autre, quoi. Bon, c'est pas le seul détail qui, en tant que préquel, me paraît un peu dérangeant. La musique est constamment faite pour t'évoquer des pubs de parfum. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé avec cette petite blague. Hein. Voilà, c'était pas choisi pour rien. Non, chaque musique te fait penser à des pubs. Moi, il y a pire que ça. C'est qu'il y a littéralement des musiques de pubs de parfum qui sont dans le film. Genre, vous allez avoir un moment où Cruella est en train d'essayer sa nouvelle création et vous entendez la petite robe noire. Et vraiment, il y avait une musique de pub d'assurance. À un moment, on s'est dit, ouais, il va y avoir cerise de Groupama en Cruella. Enfin, je dis, mais. Alors après, les Américains, ils peuvent pas le savoir, tout ça. Peut-être la meilleure, pour nous, la meilleure les musique, Européens, parce que en entendant cette musique-là, justement, d'assurance, qu'ils ont passé quand même 3 fois dessus, mais nous, on avait explosé de rire dans la salle. On s'est regardé, on s'est dit, putain, non. Puis alors, une fois, bon, c'est une petite blague, ça va. 2 fois à la suite, bon, ça commence à être lourd. 3 fois, et je l'avais dit, mais 3 fois! Et puis tu vois, je trouve que ça fait un peu... bon, on va pas s'éterniser, mais ça fait un peu Europe fantasmée, vue par les Américains. Nous sommes beaux, nous nous habillons bien, nous sommes rebelles et flashy. J'ai envie de dire, putain, mais moi, cette vision du chic et du glamour, elle m'insupporte. Vraiment, enfin, je trouve que c'est faussement idéalisé Paris, les grands trucs de mode. Et vraiment, la musique, elle te fait ressentir tout le temps ça, tout le temps c'est classe, c'est dans la démesure du glamour et ouais, franchement, je trouve que du coup, ça manque d'identité parce que Cruella, il lui fallait un thème principal pour moi. Et il y en a pas. Il y en a juste pas. Peut-être qu'il y en a un, mais il est pas mémorable. Il est pas mémorable, on l'oublie. Voilà. Donc ça, c'est le problème. On passe en partie spoiler ? On passe en partie spoiler. Alors, je pense qu'on va commencer par les chiens, les petits dalmatiens. C'est des raptors. Les gros dalmatiens. C'est des raptors. C'est carrément des dalmatiens, des dalmaraptors, quoi. Ouais, c'est incroyable. La scène d'ouverture, j'ai pas pu m'empêcher de te le dire. Enfin, un petit peu après le début, vous avez la mère de Estella qui se fait bouffer la gueule et se fait jeter d'une falaise par 3 dalmatiens. Et des dalmatiens, tu sais, bon, on va y venir après au FX, mais en synthèse, vraiment criard d'effets spéciaux. Franchement, on aurait dit vraiment pour des chiens en synthèse, je trouve qu'il y a un travail qui est monstrueux sur ce film. Non, tu peux pas dire ça. Je suis d'accord avec toi que le travail est bien, mais putain, des dalmatiens, qu'est-ce qui les empêchait de prendre 3 pauvres dalmatiens pour filmer certaines scènes où... Là, je suis obligé de te contrer avec le remake de 95 où il y a 100 dalmatiens, enfin une centaine sur le plateau, ils sont tous vrais. Ils sont tous vrais. Les petits chiots, je sais pas comment ils se sont cassés le cul à les dresser, mais tu as plusieurs scènes où ils sont obligés de leur faire des trucs. Alors des fois, ils ont un peu recours aux effets spéciaux, mais sur 1 minute de film en tout, que là, il y en a sur toutes les scènes, partout, tout le temps, pour 3 pauvres chiens. Des fois, il y a un seul chien à l'écran, il y a des effets spéciaux. Ça, je supporte plus chez Disney parce que c'est pas la première fois qu'ils le font, mais bon. En toute sincérité, moi, je fais un peu d'image de synthèse, je pense que si vous allez sur ma chaîne, vous allez vous en rendre compte. Je me suis pas rendu compte qu'ils étaient en synthèse. Enfin, il y a des moments où j'ai vraiment hésité, où je me suis vraiment posé la question. Pas à chaque fois, mais très souvent. Ou des fois, ils prennent un vrai chien et rajoutent un peu de FX par-dessus. Sincèrement, je sais pas, mais moi, en tout cas, je me suis fait avoir. Après, je comprends pourquoi ils les font en synthèse. Je pense que toi aussi, tu le comprends finalement, c'est qu'en synthèse, tu contrôles littéralement chaque image. Oui, mais ça donne des scènes ridicules. Moi, je trouve qu'un chien, tu prends un vrai chien pour le filmer. Et là, t'as du naturel, t'as du vrai. Parce que cette scène où il se jette c'est complètement débile. Si un chien se jette sur quelqu'un qui est au bord d'une falaise, le chien il se pète la gueule et il tombe de la falaise aussi.
Mais pas dans ce film parce que le chien n'existe pas. Cette scène, elle se veut spectaculaire et elle fonctionne pour le récit. Mais c'est débile. Et tu vois tout de suite, du coup, c'est Dalmatien, méchant. Du coup, tu te dis tout de suite, bah oui, Cruella va les détester. Et c'est un peu une facilité. Et c'est là qu'on en arrive à un gros problème avec les chiens, c'est que Cruella ne déteste pas les chiens. Ah oui, non, mais oui. Parce que ça, il faut continuer là-dessus, t'as raison. Elle ne les déteste pas, et je pense que ça, c'est un point important à souligner, c'est que, ouais, bah, elle a un chien, son compagnon a un chien lui aussi, les 3 chiens de la baronne, elle va les voler, puis elle va les dresser, à tel point qu'à la fin du film, lorsque les chiens lui foncent dessus avec son sifflet, elle les dresse, littéralement, et prend le contrôle des 3 chiens. Elle ne les déteste pas. Non. Il y a peut-être une scène du film où on se dit, ok, là, c'est plus du tout Cruella. C'est le moment où elle se dit, faudrait peut-être que je les tue et que j'utilise leur fourrure pour me faire un manteau. Donc là, on se dit, ah tiens, c'est peut-être là qu'elle a il y a une minute de lucidité dans le film, quoi, ouais. Il y a une minute de lucidité. Un peu plus tard, on voit le manteau en dalmatien devant la daronne. Donc la daronne se dit, elle a tué mes chiens. Là, on se dit, putain, c'est cruel. Mais là, on se dit, elle mérite son nom, c'est cruel de faire ça. Et la scène juste après, eh ben non. Et en fait, non. C'est ce qu'on avait dit la première fois qu'on en avait parlé. Il y a plein de en fait, non. C'est vrai. Et ouais, tu as raison. Moi, c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit, pourquoi déjà mettre autant de chiens dans ce film? C'est le film de Cruella, ce n'est pas Les 101 Dalmatiens. Et d'ailleurs, moi, il faut que je reparle aussi avec la fin du film. Je vais en parler maintenant parce qu'on est dans les chiens. Ah, je voulais en parler juste après. Ah, moi, je suis obligé, j'en parle maintenant. Les 3 chiens de la baronne à la fin du film, il y en a un qui est enceinte, ils le disent. Et donc, du coup, dans cette portée de chiens, il y a Pongo et Perdita. Voilà, donc les chiens des 101 Dalmatiens. Et à la fin du film, tu ne sais pas pourquoi elle fait ça. Il n'y a aucune raison. Mais Cruella va offrir Pongo à Roger, qu'elle connaît pas, quasiment pas, qu'elle n'a jamais croisé dans le film, et elle va offrir Perdita à Anita. Et tu dis, mais c'est complètement débile. S'il y a une portée de chien, là je vois pas le rapport entre le préquel et... Ça rebondit sur ce que j'ai dit, parce que finalement... La gentillesse vis-à-vis des chiens, la bonté, tiens, je t'offre un chien, je lui offre une famille. Mais depuis quand elle se soucie du bien-être d'un klebs? Pour elle devrait avoir un manteau sur pattes. Je sais pas, c'est complètement... Alors après, on sait pas, parce que quand ils pensent dans les 101 Dalmatiens, déjà au début du film, ça c'est peut-être un truc qui m'a dérangé aussi, c'est-à-dire que j'ai revu les 101 Dalmatiens pas plus tard qu'hier. Moi aussi, je l'ai revu. Et on commence littéralement par la rencontre entre Pongo et Perdita. Sauf que dans Cruella, ils se connaissaient vu qu'ils se sont fréquentés tout le long du film. Mais non. Pongo et Perdita. Ben non, ils sont nés d'un des 3 chiens. Ah, j'avais cru comprendre que c'était les 3 chiens qui avaient été... ouais, non, ils sont nés... Il y a un des 3 chiens qui est enceinte, et après ils offrent les petits toutous à la fin du film, ils sont petits, hein, Pongo et Perdita. Donc ouais, non, c'est ça que j'ai du mal à saisir. Mais bon, passons, il y a trop de chiens. Je suppose qu'il y a peut-être des années qui se sont écoulées entre Cruella et les 101 Dalmatiens. Oui, du coup... Mais de là à se dire qu'à un moment il s'est dit... Je vais le buter, ce chien. Il y a une transformation. Il y a une transformation qui est brutale. C'est fait avec des sabots. Il y aura certainement un autre film. Je crois que c'est déjà acté. Mais c'est un peu fait bizarrement. Tu te dis, pourquoi? Mais ça n'a aucun sens. Il y a trop de chiens. Encore une fois, le film de 95, tu voyais Cruella qui avait envoyé un de ses sbires au zoo pour tuer une tigresse blanche. Et tout de suite, elle prenait ce qui restait de la tigresse en manteau et... Elle se mettait le truc sur le dos, elle kiffait sa race, elle dansait, elle hurlait de rire et tout. Et là tu dis oui, ah mais oui. Et là ça fait pas Harley Quinn. Mais là, putain, elle kiffe les chiens, c'est juste pas possible. Mais bon, il va falloir qu'on passe à d'autres points. Donc ensuite de quoi tu voulais parler? D'autres spoils. On a fini sur les chiens là? Tu voulais parler d'humour je crois aussi. Oui. Les chiens raptors c'est tellement... Non, ça on l'a déjà dit, les chiens raptors en fait c'est tellement stupide que ça nous fait rire. Ils sont souvent utilisés en tant que comique. Le chien de Horace et Jasper est très comique lui aussi. Ils le déguisent en rat, ils lui font faire des trucs comme ça. Si je peux faire une petite parenthèse, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai trouvé qu'Horace et Jasper étaient plutôt bien réussis, au moins autant que dans le remake. Je trouve. On se demande un peu pourquoi ils suivent Cruella quelque part. Tu vois, t'as vu dans le dessin animé, c'est plus des roublards un peu... Voilà, mais là ils ont vraiment une personnalité dans ce film. Ouais. Elle est clairement présentée, cette personnalité. On voit qu'ils sont capables de réfléchir, d'avoir des réflexions et tout ça. Et ils ont une vraie influence sur Cruella, ça c'est intéressant. Ils ont une vraie influence, ça c'est intéressant, mais du coup, à un moment tu te dis, mais elle vous casse les couilles, pourquoi vous la suivez? Parce qu'ils ont de l'affection pour ce qu'elle était avant. Quoi. Voilà, il y a une rencontre, elle était plutôt gentille, et là elle commence un peu à faire sa pétasse à cause d'eux. Ouais, c'est vrai que je pense à un moment... Voilà. C'est un peu le plus fidèle des amis, ils commencent quand même à se remettre en question. D'ailleurs, ils se remettent en question, ils se disent, mais est-ce qu'on devrait continuer de la suivre? Et ils continuent quand même. Et ça, je sais pas trop quoi en penser, sincèrement.
Moi, je voudrais parler aussi du jeu de Emma Stone, par exemple, pour aller... Le jeu des actrices. Ouais, alors, si on commence par Emma Stone, je trouve qu'elle a tendance un petit peu à surjouer, justement, et à rechercher le perso. Vraiment, elle utilise plein de trucs, de mimiques dans son jeu pour essayer de trouver un truc, un idéal sur Cruella. Je dis pas qu'elle y parvient pas, mais pour moi, c'est pas un travail remarquable qu'elle a fait, et ça va un peu dans le surjeu, je trouve. Personnellement, j'ai tendance à aimer le surjeu, donc Ça dépend ça n'a comment. pas gêné. Mais enfin là, je trouve que c'est quand même assez soft et que globalement, elle s'en tire assez bien. Bah oui, mais comme en fait, je la trouve pas hystérique, et c'est ça le problème. Cruella, c'est une hystérique. Hein. Dès qu'elle s'énerve, elle hurle et tout. Et Glenn Close était dans ce surjeu, mais dans ce surjeu, tu dis putain, mais elle est littéralement en train de s'enflammer sur le plateau. Et ça va. Et Emma Stone, elle s'enflamme pas. Il n'y a aucune scène où elle s'enflamme. Elle est là pour faire la diva, tu vois, elle est belle, elle est classe. Ouais, voilà, et en fait, tu te dis, waouh, quelle héroïne. Tu t'as envie de prendre une photo, mais c'est tout. Et c'est pas ça, Cruella, c'est pas que ça. Cruella est c'est une diva. Ouais. C'est une diva, tout simplement. Et finalement, ce qui paraît le plus cruel chez elle, c'est juste son caractère. Parce que plus on avance dans le film, plus elle va mépriser en fait les personnes qui l'entourent, plus elle va les utiliser, moins elle va les prendre en considération. Mais c'est réellement le seul truc qui paraît réellement cruel dans ses actions. Ouais, elle porte mal son nom sinon. Est-ce qu'on peut passer en conclusion? Ouais. On n'a pas parlé de la baronne. Ah oui, La baronne, on devait alors, parler de- si Emma Stone est dans la surjeu, la baronne Oui, mais là, tu vois, c'est un surjeu. qui fonctionne clairement. Je parlerai pas forcément de surjeu parce qu'on lui demande de jouer une pétasse, littéralement, Emma Thompson. Hein. Et elle sait, elle a vraiment une maturité et puis déjà un passif en tant qu'actrice qui lui permet d'être hyper pointue et qui justement vole la vedette à Emma Stone parce que c'est l'antagoniste du film, la baronne, c'est la méchante et elle a tendance à agir de façon complètement dingue. On est en Elle partie... commet des meurtres. Ouais, enfin, elle brûle l'appart de Cruella, tu vois. Tout ce que Cruella fait dans le film, ça aurait dû être ce que la baronne a fait, en fait. Enfin, je veux dire, tout ce que la baronne a fait, c'est ce que Cruella aurait dû faire dans ce film. Après, la baronne, je trouve quand même que c'est un personnage qui est détestable. Hmm. Tu la vois et t'as envie... Mais il y avait vraiment des fois dans la salle où je me disais, j'ai envie de la gifler, j'ai envie de la redescendre sur Terre. Et finalement, Cruella, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène la baronne sur Terre. Enfin... C'est-à-dire que Cruella, finalement, elle est vraiment... Enfin, c'est vraiment le personnage dans lequel le spectateur va s'identifier, je trouve. Et c'est vraiment le personnage qui se dit, bah tiens, toi t'es horrible, je vais te remettre à ta place. Ce qui fait que c'est plus une antagoniste, c'est plutôt une protagoniste, c'est quelqu'un qui va se soulever contre le système, oui, mais un système qui mérite qu'on se soulève contre lui. Donc ça nous pousse à nous identifier à elle, mais ça va aussi rationaliser ses actes, et ça la fait un peu passer pour une gentille, finalement. C'est vrai. Donc finalement, vraiment, le seul truc qui reste de négatif chez elle, c'est son caractère, et pour moi, ça, c'est peut-être un raté en tant que préquel. C'est qu'on retrouve pas du tout la Cruella du dessin animé, qui, elle, était vraiment cruelle de A à Z. Là, on a une Cruella qui agit, mais avec de bonnes intentions. Bien sûr, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est exactement ça. Finalement, je trouve que c'est un film qui reste beaucoup dans les normes de ce qu'on voit actuellement, ce qui fait que c'est un bon divertissement. Au niveau technique, il se démarque un petit peu par des petites idées créatives de temps en temps. Pas mal quand même. Ouais, il se démarque, il a une individualité, mais ça reste un divertissement. C'est juste, t'y vas, t'es diverti, puis tu passes à autre chose. Moi, je dirais quand même, voilà, la réalisation, je la retiens parce que t'as pas toujours l'impression d'être devant un Disney. T'as pas toujours l'impression d'être devant un divertissement, je trouve. Ça, c'est important. C'est plutôt un bon point. Tu vois, par exemple, s'ils gardent le même réalisateur, ce qui n'arrivera certainement pas, pour d'autres projets Cruella ou 100 Dalmatiens, ce serait intéressant. L'idée, c'est juste que le matériel de base, comme toujours chez Disney, il est vraiment faussé. Ça, c'est un problème par des effets spéciaux douteux dont on a parlé, des trucs aseptisés, beaucoup trop purifiés de la substance originelle des choses de Cruella. C'est vraiment ça, en fait. C'est, comme je vous le disais en introduction, Disney, autrefois génie, aujourd'hui restreint ses créatifs et met des freins un peu douteux ou des réarrangements un peu débiles. Sur des films de méchants, ils savent pas le faire. Maléfique, c'était déjà le cas. Ils savent pas faire un film sur une méchante avec un point de vue méchant. On va certainement en reparler off-screen, mais on est très très loin des comparaisons faites avec le Joker, Joker de 2019. On n'en est pas à ce niveau-là, les gars, faut arrêter, mais voilà, clairement pas. Voilà. C'est tout pour moi, c'est tout pour toi aussi? Ouais. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres critiques qui arriveront très bientôt. Merci à toi, Dorian, de m'avoir accompagné sur cette première vidéo. Et puis tu es le bienvenu quand tu veux. Voilà, je rappelle que sa chaîne est aussi dans la description. Donc voilà. À la prochaine, merci à vous. Et salut à tous.